docteur Yves Ekwe Amaizo, économiste, on a appris durant la semaine que le Niger a décidé de ne plus laisser la France exploiter la mine d'uranium qu'il y a là-bas au Niger. Alors, comment est-ce que vous avez compris cette nouvelle-là? Comment est-ce que vous pensez que la France, elle peut faire maintenant? Quelles sont les répercussions au niveau du Niger? Est-ce que le Niger va trouver un nouveau repreneur? Et il y a beaucoup de questions, docteur. Et vous pouvez nous dire un mot sur D'accord. ça, s'il vous plaît? Alors, moi, vous savez, j'aime bien la précision. J'aime Mm. bien la précision. Je dirige un think tank, donc nous faisons l'effort d'aller à la source de l'information pour bien la maîtriser. Oui. La décision du Niger, celle qu'on connaît, hein, celle qui est officielle, Mhm. c'est de retirer le permis d'exploitation d'uranium à la société française Orano. Absolument. Et c'est spécifique à une mine, la mine d'Amouraren. Mhm. Plusieurs raisons peuvent être invoquées, soit historiques. Mhm. C'est le plus grand gisement d'uranium d'ailleurs du monde, hein, Mhm. apparemment. Bien qu'ils en aient trouvé maintenant, je crois, au Zimbabwe ou je sais pas où là, mais bon, en tout cas, c'est le plus grand pour le moment en termes de réserve. Mhm. Donc vraiment, c'est un coup dur Mhm. parce que ça fournissait pratiquement 15% d'uranium, sinon plus, Mhm. d'uranium nucléaire à la France. Mhm. Et le problème, le pays, Mhm. n'oubliez pas qu'avant, la France avait interdit au Niger de vendre cet uranium. La partie qui revenait au Niger ne pouvait pas être vendue ailleurs qu'à la France. Ah Les gens bon? ne savent pas ça. Ah bon? Ben oui, là, attendez, je quitte le côté officiel pour le côté des accords secrets. Mhm. Alors, revenons sur votre cas. Oui. Prenons 100, vous devez vendre 100 kilos d'uranium. Mhm. En gros, pour faire simple, hein, vraiment pour faire simple, Mhm. en gros, 80-90% sortaient exploités par la France et allaient directement en France sans discussion et généralement, moi je crois, sans paiement. Sinon, on peut demander aux autorités de Niger de nous confirmer ça. En tout cas, sans paiement ou un paiement tellement faible par rapport au prix international que c'était cadeau pour la France. Mhm. Les 10% ou les 15% qui restent, qui étaient pour le Niger, Mhm. le Niger n'avait pas le droit de le vendre ailleurs qu'à la France. Ça aussi, il faut demander aux autorités nigériennes. Et moi, vous le confirme. Mhm. Les gens ne savent pas ça. C'est ça qui explique pourquoi maintenant, vous avez une sorte de réciprocité. Le Niger fait la même chose Mhm. à la France. Non seulement la France lui dit, vous n'aurez plus le droit d'exploiter, Mhm. mais le pays qui va bien sûr trouver quelqu'un d'autre pour exploiter dit ceci. Mhm. Elle interdit qu'on exporte l'uranium vers la France. Mhm. C'est ça la réciprocité. Mhm. Ce qu'on lui a fait avant, à ce pays, Mhm. le pays fait pareil à la France. C'est-à-dire que la France n'aura plus rien venant du Niger en termes d'uranium. Mhm. Nous sommes en politique, donc peut-être que si la France revient sur des positions plus clémentes, des discussions plus intelligentes, tout ça, se met dans des positions, en tout cas, moins d'arrogance, je suis sûr que tout ceci va évoluer. Mhm. Mais telle que la situation est, comme vous savez aussi qu'il y a certains problèmes avec le Bénin qui finalement est trop proche de la France, Mhm. qu'on dit on peut ouvrir les frontières comme par hasard, on a fait sauter une partie du pipeline de pétrole, ce qui veut dire qu'on veut empêcher le Niger d'avoir des ressources, des recettes. Absolument. Vous comprenez que les dirigeants du Niger, eux aussi, se fâchent un peu. Mhm. Ils disent, bon, écoutez, si c'est comme ça, moi, je vais travailler avec quelqu'un d'autre, je vais diversifier. Mhm. Alors, la deuxième partie de votre question concernant la France. Mais bien sûr que la France peut diversifier. Mhm. Mais diversifier avec qui? Il n'y a pas beaucoup de gens en réalité. Mhm. Je crois comprendre qu'il y avait des fournisseurs déjà comme le Kazakhstan. Oui, le Il y Kazakhstan. a l'Australie. Mhm. Oui. Mais ces pays, est-ce qu'ils vont vous donner gratuit? La réponse est non. Mhm. Quel est le prix qu'ils vont vous donner? Le prix international. Si vous êtes des amis là-bas, écoutez, on vous fait une petite faveur. Mhm. Mais faveur ou pas, Mhm. vous allez payer quelque chose. Bon. Mhm. Entre quelqu'un qui ne payait quasiment rien avant et quelqu'un qui va se retrouver à payer, vous voyez le trou dans le budget. Mhm. Et ça revient à notre première question. La France va trouver l'argent pour payer ça. Ou puisqu'elle ne le paye pas en fait réellement. Mhm. Et c'est ce que les Kazakhstan ou l'Australie ont dû leur dire. Ce n'est pas un problème de trouver, vous allez trouver. Mhm. Mais il faut payer. Mhm. C'est un échange. Alors si la France peut maintenant transférer, je ne sais pas, les technologies, faire des investissements là-bas, ils vont trouver des arrangements sous forme de compensation. Mhm. Mais Kazakhstan, c'est assez loin. Hein. C'est pas la porte à côté. Non, c'est C'est vrai. une autre mentalité. Mhm. C'est en Asie. Je parle même pas de l'Australie. Mhm. Tu vois. Et ces gens ont plein d'autres possibilités de diversification.
Hein, il y a la Chine qui est pas loin, alors ça peut trouver des arrangements. Il y a tous les pays, Singapour, tout ça là qui fonctionnent bien. Oui, il y a toute l'Asie. Donc vous êtes en compétition sérieuse. Et si quelqu'un d'autre propose un prix plus élevé, par exemple la Chine propose un prix plus élevé parce qu'il en a besoin, pourquoi vous allez vendre moins cher à la France si vous pouvez vendre plus cher à quelqu'un d'autre? Donc voyez un peu la proposition de la France. Mais je vous dis encore, il faut le placer de manière historique. Ce qui se passe, c'est ce que la France a fait, qu'elle est en train de subir sous forme de réciprocité. Donc ça ne va pas durer, je pense, trop longtemps. S'il y a un changement de gouvernement fondamental et si les choses se passent beaucoup mieux avec ce gouvernement-là. Parce qu'il y a beaucoup de points de discussion, de rupture entre eux. Oui, donc, moi, je pense que c'est d'abord ça. Mais on a appris qu'il y a deux pays qui attendaient que la France en aille, en fait. Hein. On a appris que la Russie et l'Iran sont sur le rang. Ils attendaient que la France en aille. Et est-ce que vous avez entendu ça? Non, tout à fait. Alors, il ne faut pas dire ça comme ça. Il faut parler de diversification. Vous vendez des tomates. Vous vendez des tomates à quelqu'un qui ne vous paye pas, pour faire simple. Bon, maintenant que vous ne voulez plus vendre à cette personne, mais il y a plein de gens qui ont besoin de tomates. Ouais, c'est vrai. Parmi les gens qui sont prêts d'acheter votre tomate, c'est la diversification. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Iran, et il y en a plein d'autres. Je pense que vous aurez la Turquie, vous allez avoir des pays de l'Amérique latine certainement qui vont rentrer dans le jeu, et même des pays africains. L'Afrique du Sud en a besoin. Donc, la diversification, appelez ça la diversification, parce que le problème qui va se poser maintenant, tous ces gens qui sont intéressés vont vous faire une offre de prix. D'accord? Eh bien, vous regardez. Si quelqu'un prend la tomate à 1000 francs et quelqu'un vous donne une tomate à 100 francs, vous allez choisir quoi? Choisissez celui qui vous apporte le plus d'argent, mais c'est la même chose. La même chose. Quelqu'un qui est déjà sur le territoire, les Chinois sont déjà là dans le pétrole, je crois, les Russes sont là dans d'autres domaines, etc. Vous les connaissez déjà. Mais s'il faut une offre intéressante, ils sont déjà là, ils ont des équipements, ils ont des ressources humaines, mais il faut aller plus vite, parce qu'il faut aller vite. Il faut reprendre, il faut que ça se passe en activité, il ne faut pas qu'il y ait trop de retard. Voilà. Donc, c'est tous ces éléments que vous devez mettre en perspective pour dire je diversifie ou je ne diversifie pas. Vous voyez? Et puis, il faut la compétence. C'est pas tout de dire. Il faut aussi la confiance. Est-ce que le Niger savait exactement la quantité d'uranium qui sortait de ce puits? Vous voyez la question? Vous voyez la question? Si maintenant quelqu'un d'autre vient et quelqu'un vous dit que, vous savez, sur votre petite machin là, mais ce n'est pas 200 000 tonnes de réserve, mais c'est 1 million. Et que tous les jours, je sors, je ne sais pas moi, 50, 60 000. Et qu'avant, on vous disait que non, écoutez, il n'y a même pas 200 000, on ne peut même pas sortir 500. Mais écoutez, il y a un problème de confiance. Et enfin, il y a le fait de faire participer les Nigériens en tant que travailleurs. Pour pouvoir demain matin prendre la relève dans les transferts de technologie, le savoir-faire, etc. Est-ce que la France le faisait? Certainement pas. Je vais vous donner une petite anecdote. Dans le coin là-bas, vous avez des espaces où beaucoup de travailleurs travaillaient pour Areva à l'époque, maintenant on l'appelait Orena, mais eux, ils étaient en salle climatisée. Et la plupart des gens n'étaient pas en climatisation. Et on n'est pas dans du désert là-bas. Hein. C'est chaud. Est-ce que c'est normal de traiter les travailleurs nigériens comme ça pendant des années? C'est pas des petites choses. Le nombre de personnes qui sont mortes là-dedans. Hein? On est quand même dans des trucs radioactifs. Ne savez pas le nombre de personnes qui sont mortes, ça n'a jamais été comptabilisé. Les centres de santé qu'on aurait pu faire là-bas, ça n'a pas été fait. Donc il faudrait que le gouvernement du Niger aussi soit un peu plus transparent et donne de l'information. Mais bon, je vous dis encore une fois, les militaires de manière générale ont une autre mentalité du haut des structures du haut vers le bas décisionnel. Et tôt ou tard, ils vont avoir les limites de ça. Parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui ne fonctionne pas sur cette base-là. Il faut communiquer pour que les gens voient que le choix qu'ils font est en adéquation avec les intérêts des populations. Parce qu'ils peuvent faire des choix erronés, ça arrive à tout le monde de se tromper. Mais si les gens voient qu'ils se trompent, les gens vont le leur dire et ils vont corriger. Mais s'ils ne disent rien, ils risquent de se retrouver seuls dans des situations. C'est pour ça que c'est très important aujourd'hui qu'on sache quel est le prix auquel vend le Niger l'uranium. Il y a le prix international, il y a le prix du marché, mais quel est le prix réel que vend le Niger? Personne n'est au courant. Aucun des militaires là-bas n'ont voulu nous donner cette information. J'ai fouillé partout. Je voulais même vous faire un petit scoop là pour vous annoncer ça, mais je n'ai pas trouvé. Donc pourquoi ils sont silencieux? Oui, pourquoi ils sont silencieux sur le prix que eux ils vendent? C'est comme l'or au Mali. Si vous avez l'or au Mali, tout le monde connaît le prix de l'or au niveau international. Mais quel est le prix réel que, voilà, par exemple, le Mali va vendre
aux Émirats ou bien à tel ou tel. Si la population sait ça, on fait vite le calcul, on dit, ah, ça c'est l'équivalent de 5 ou 6 dispensaires, 5 ou 6 routes, ou 5 ou 6, voilà. Et les gens commencent à dire, bon, on attend les écoles, on attend les routes, et si ça ne vient pas, il y a un problème. Donc vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc il faut rendre compte de ces décisions. On ne demande pas que tout le monde vienne mettre son nez dans les décisions, mais quand c'est pris, il faudrait voir que ça aille jusqu'au bout, et ça profite réellement aux populations. Malheureusement, là, il y a beaucoup de silence en Afrique. C'est vrai qu'il n'y a pas de silence. Mais quand même, il faut reconnaître que le président Tchani, la dernière fois, par rapport au pétrole, il avait été très clair. Il avait tout détaillé par rapport au pétrole. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord parce que dans le pétrole, pour faire une petite parenthèse, moi, en tant que technicien, je ne saurais pas passer par le Bénin. Il fallait passer par le Cameroun. Pourquoi? Parce que le port en eau profonde de Kribi, de Cameroun, était beaucoup plus intéressant. Le Cameroun n'a jamais fait des histoires au Niger, et le Tchad passe déjà par le Kribi. Donc j'avais une expérience là-bas, les gens ont l'habitude. Et puis le Cameroun n'est pas de la CEDEAO. En plus, voilà encore un très bon argument que vous sortez. Et en plus, mais écoutez, il faut voir l'historique de M. Talon. Et donc, quand vous mettez tout ça en perspective, c'est là où je vous dis que les militaires ont un problème dans les décisions. C'est-à-dire que si vous aviez eu des experts autour de vous, ces genres d'erreurs ne sont pas arrivées parce que ce sont des erreurs stratégiques. Et après, c'est difficile à rattraper. Vous voyez? Et on a fait un choix, on dit non, c'est plus court, c'est plus rapide. Donc, vous voyez, c'est le raccourci africain. Ah, c'est plus la dernière fois, le gars, il change. La dernière fois, lors de notre émission, il y a eu des commentaires dans lesquels beaucoup de gens disaient que pourquoi est-ce que les militaires des pays de l'AES ne faisaient pas appel à votre think tank. Alors ça, c'est les commentaires qu'on a vus. Mais je peux vous répondre. D'abord, dites-leur que je les remercie pour cette question. Et deux, ils ne sont pas les seuls à poser la question. Moi, j'ai mon think tank, tout à fait, mais vous savez que moi-même, je fais partie de plusieurs think tanks. On est au moins, pas sans vous mentir, au moins une quarantaine d'expertises différenciées. Hein, dans tous les domaines de l'économie, en tout cas, là, on est vraiment très bon. Tous les domaines. Hein, il n'y a pas rien dans l'économie, management qu'on ne peut pas vous répondre. Mais il y a d'autres domaines techniques. On a des ingénieurs, des gens comme ça. Pourquoi ils ne font pas appel? Mais je vais vous dire, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand vous êtes habitué, qu'on vous donne des ordres du haut vers le bas, c'est très difficile que ces gens acceptent qu'un groupe de conseil donne une information, souvent technique d'ailleurs, qui n'arrange pas leur objectif à eux. Au lieu de le prendre en considération, parce que nous ne décidons pas, hein, nous faisons que des conseils. Nous ne décidons pas, mais l'analyse que nous faisons, comment dire ça, la cohérence de l'analyse fait que, en fait, le choix qu'ils ont peut-être fait stratégiquement n'est pas bon. Imaginez, on revient un an en arrière, où on vient, à fausse anticité think tank, et on conseille que le Niger, qu'il ne fallait pas aller au Bénin, qu'il faut passer par le Cameroun. Ah oui. Non, là, c'est... Ben voilà, on va nous dire que nous sommes des fous, que, ben, écoutez, c'est plus rapide ici, je suis l'ami de Cameroun, il n'y a pas d'histoire. Sauf, tac, il y a eu un problème, la CDA a fait ce qu'elle a fait, et du coup, tout s'est renversé. Alors que un think tank, c'est son travail de vous donner toutes les options. C'est vrai. Et nous préférons toujours travailler avec celui qui a déjà l'expérience. Le Cameroun a déjà l'expérience. Vous avez donné un très bon argument tout à l'heure. Ils ne sont pas dans la CEDEAO, donc ils ne sont pas influencés, etc. Et le Cameroun, quelque part, avec la France, a toujours été assez indépendant. Regardez bien comment fonctionne le Cameroun. Hein. Les gens ne le savent pas. Mais M. Biya, là-bas, il est comme ça, mais il sait comment il fait. Mais la France ne met pas trop les pieds dans ses affaires. Son pétrole, personne ne sait ce qui se passe dedans, par exemple. Est-ce que vous savez, par exemple, que la Guinée voisine a de l'aluminium? Beaucoup. Sinon, parmi les 2 ou 3 premiers. Mais le Cameroun a une usine d'aluminium. Et va d'ailleurs chercher une partie là-bas en Guinée. Comment se fait-il que depuis le temps qu'on des années 60, là, la Guinée n'a pas encore une usine d'aluminium dans son pays-là? Il suffit de téléphoner au Camerounais. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'ils peuvent faire beaucoup de choses avec. Mais c'est vraiment dommage. C'est des choses qu'on ne comprend vraiment pas. Nous, les consultants, nous faisons l'étude de faisabilité pour que tout ça marche. Donc voilà une coopération sud-sud, voilà une coopération africaine, Guinée, machin, et c'est une coopération complémentaire parce que l'un a l'uranium, l'autre a le savoir-faire qui est en train d'améliorer d'ailleurs, puisqu'ils ont signé des accords un peu à gauche et à droite. Nous avons une connaissance aussi d'autres pays, la Russie, l'Inde, qui sont très forts dans le domaine de l'aluminium. On va ramener ces gens aussi, mais depuis le temps là, regardez le nombre de travail que ça crée. Regardez le nombre de possibilités quand vous vous mettez à avoir de l'aluminium dans un pays. Et c'est demandé partout. C'est vrai. Il y a une maison, il n'y a pas d'aluminium. Donc, ce que j'essaie de vous montrer, ce sont toujours des erreurs stratégiques qui fait que ça ne marche pas. Alors, des fois, c'est la corruption, c'est vrai, mais c'est d'abord stratégique. Et c'est bien d'abord parce qu'ils ne veulent pas les conseils. D'accord, docteur. Donc, troisième partie. Voilà, excusez-nous de vous interrompre comme ça. Donc,